Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joël Anglès, je travaille au pôle Aerospace Valley depuis peu. Je suis délégué aux applications spatiales et aux affaires numériques. Alors, je ne sais pas, Johanna, il me reste combien de temps exactement? Sois honnête. 10-15 minutes? Bon, ça va aller. Alors, avant tout, j'ai la tâche de faire un diaporama des données spatiales en 10 minutes. Autant vous dire que c'est un vrai challenge, ça tombe bien, je suis raccord avec le sujet, on est en plein challenge numérique. Je voudrais faire un petit sondage à main levée pour savoir qui a déjà utilisé dans sa vie professionnelle des données spatiales, rapidement. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Effectivement, il y a des gens qui ont déjà utilisé largement les données. Bon, écoutez, en fait, tout le monde a déjà utilisé des données spatiales, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Tout simplement parce que les données spatiales, aujourd'hui, on les classe en 3 grandes familles. Les données de navigation et de positionnement, les données de télécommunication et les données d'observation de la Terre. Alors, dans tout ce que je vais vous dire, je vais essayer de vous glisser quelques indices pour répondre au challenge numérique. J'ai entendu quelques mots-clés, je vais essayer de les reprendre. Puis au travers de ce que je vais vous dire, j'espère que je ne vais pas ennuyer ceux qui savent déjà tout ça. Hein, ça risque d'être d'une banalité affligeante. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de données spatiales, j'espère les captiver et leur donner les clés et les leviers pour faire une réponse qui soit pertinente. Commençons par les données de navigation. On a tous utilisé un récepteur GPS. Alors, le terme GPS est un peu galvaudé. Le terme GPS, donc, c'est un système américain de positionnement, un GNSS. On l'a tous utilisé dans sa vie courante, sur son smartphone. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai eu besoin de mon smartphone et de l'application Waze et d'utiliser des données de positionnement pour venir ici, à l'école vétérinaire. Depuis le campus de Rangueil, j'aurais été incapable de trouver la rue, ou alors il aurait fallu que je sorte ma vieille carte papier IGN. Je ne sais pas s'il y a des gens d'IGN ici. Oui, voilà. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus de carte IGN. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le GPS, il est absolument dans tous les, dans la vie de tous les jours. Bon, vous avez aujourd'hui 2 grands systèmes qui tournent depuis déjà plusieurs années. Le GPS américain, qui a été créé par l'armée américaine au siècle dernier. Vous avez le système russe GLONASS, d'accord. Et puis vous avez depuis peu, alors donc on est resté pendant plusieurs années avec ces 2 systèmes, et puis depuis peu les Européens sont rentrés dans le jeu, et puis donc ont développé un système qui s'appelle EGNOS, qui préfigure en réalité le système dont je vais vous parler, qui est le système européen dédié, qui s'appelle Galileo. EGNOS est arrivé donc quelques temps avant parce que l'idée c'était d'essayer de s'affranchir un petit peu des contraintes qu'imposent notamment les Américains sur le signal GPS. Des contraintes à la fois de continuité, d'intégrité, mais aussi de précision. C'est-à-dire que si les Américains, l'armée américaine décidait de dégrader le signal, vous pouviez passer d'un signal à 10 mètres à un signal à 100 mètres. Bon. Donc le système EGNOS a été donc créé, il est en opération. Et donc, il permet effectivement de mettre en place, je dirais, l'autonomie européenne. Donc, le système Galileo, il est opérationnel depuis maintenant quelques mois. Il a été mis en opération en décembre 2016. Il y a 18 satellites qui sont dans l'espace. À l'horizon 2020, il y aura 30 satellites. Alors, quand je dis 18 satellites, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a 2 qui ont raté leur mise en orbite, hein, vous le savez peut-être. Mais quoi qu'il en soit, avec 16 satellites, on peut très largement couvrir l'ensemble de la planète, notamment les zones dans les latitudes très élevées, ce qui n'était pas le cas de GPS et de GLONASS. Donc le service sera complet en 2020, il apportera plus de précision, plus de fiabilité et plus de continuité. Ce qui est très intéressant de voir dans le système Galileo, c'est plusieurs choses. La première, c'est que vous voyez, on va passer d'une précision. Alors, bon, évidemment, ce chiffre-là, il est figé. Ça va dépendre des services. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais on va être capable de descendre à des précisions décimétriques. On parlait tout à l'heure de tracking des oiseaux. C'est une information intéressante à prendre en considération, notamment parce que le système, donc, il va être opérationnel sous la forme de 4 types de services. Ce qu'on appelle le premier service, Open Service, c'est ce qu'on va utiliser dans nos smartphones, dans nos récepteurs, alors j'allais dire GPS, bon excusez-moi, j'emploie le terme, dans nos récepteurs GPS. Galileo va coexister avec GLONASS et avec GPS.
Donc là, ça sera un service gratuit à 4 mètres. Autant vous dire qu'à 4 mètres, c'est déjà quand même mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous aurez ensuite un service commercial. Moyennant une redevance à Galileo, vous aurez la capacité d'obtenir des précisions de l'ordre submétrique. D'accord? Mais là, effectivement, il faudra bien trouver le compromis entre est-ce que vous voulez une information très précise ou est-ce que vous voulez une information sur, alors en temps réel. On en parlera tout à l'heure, notamment dans les observations de la Terre. Et puis après, vous avez deux types de services qui sont essentiellement, là, pour le coup, dévolus à toutes les activités pour les autorités, voilà, et les institutions. Donc ça, c'est vraiment un élément, une donnée spatiale fondamentale qui va considérablement changer, à mon sens, la façon avec laquelle on va travailler les données de positionnement. Alors, je vais rapidement passer sur les données de télécom. Les satellites, en fait, les premiers satellites qui ont été lancés dans l'espace, ils avaient pour vocation de communiquer avec la Terre. Aujourd'hui, on s'en sert absolument pour tout. Téléphonie, télévision mobile, radio amateur, Internet, data, aide au positionnement, relais. Bon, je ne sais pas si vous serez amené, dans le cadre de votre proposition, à utiliser des données télécom. Pourquoi pas ? Je voudrais faire un focus en fait sur les données d'observation de la Terre, puisqu'en fait le booster Nova, que je représente ici avec Johanna, va essentiellement vous donner des informations et vous mettre à disposition ce qu'on appelle des goodies, qui sont donc des données d'observation de la Terre. Les données qu'on vient de voir de télécom et de radionavigation, de positionnement, ce sont des données que vous avez finalement à disposition. Donc ça, c'est parce que voilà, vous habitez en Europe et que votre contribution d'impôt a permis de financer cette constellation. Donc vous avez accès à ces informations. En revanche, les données d'observation de la Terre, bon, mais qu'est-ce que c'est ? Prenons cette carte par exemple, là que je vois. Ça, c'est une donnée qui a été acquise par un satellite. Donc, c'est une donnée prise donc, en altitude. L'observation de la Terre consiste en fait à mesurer à distance des paramètres physico-chimiques pour pouvoir en déduire un certain nombre je dirais, d'éléments environnementaux. Alors, très grossièrement, ne m'en voulez pas, mais j'ai essayé de faire deux grandes familles. On appelle d'abord premier capteur embarqué dans les satellites, les capteurs imageurs, donc ils vont restituer une image, soit à partir de, entre guillemets, une photographie de la Terre prise par le satellite, donc c'est je dirais la luminance du Soleil qui repart vers le satellite qui est mesuré, c'est l'appareil photo classique, d'accord ? On appelle ça donc les détections passives, et puis vous avez les capteurs imageurs de type radar qui envoient un train d'onde sur la surface de la Terre, et ce train d'onde repart vers le capteur. Et l'information qui est obtenue, on essaye de la transformer, je dirais, en élément d'image. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça, parce que finalement, l'optique, vous allez être, et vous le devinez, tributaire du couvert nuageux, parce qu'aujourd'hui, les capteurs optiques ne voient pas à travers les nuages. Ça, c'est la première contrainte. Et puis, l'avantage du satellite, radar, pour le coup, lui, il va pouvoir fonctionner de jour comme de nuit, quel que soit le couvert nuageux. Donc, vous comprenez bien, à travers ce que je vous dis, que la complémentarité de ces informations, elle est fondamentale. Et puis ensuite, vous avez donc les capteurs non imageurs qui sont embarqués dans les satellites et qui, eux, vont mesurer un certain nombre d'éléments physiques. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici, l'altimétrie, la salinité, la couleur de l'eau, température de surface. Je voudrais faire un petit rappel par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, certains capteurs sont capables d'aller mesurer la composition atmosphérique. Qu'est-ce qui nous empêche de voir si on ne peut pas éventuellement extrapoler ce type de capteur à des éléments chimiques dans le sol? Voilà, je donne juste une piste. Je ne sais pas si c'est faisable, mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer. On est dans le cadre de l'innovation, on se donne la possibilité de tout faire. Alors, je vous ai mis cette slide parce qu'elle est importante. Lorsque vous allez réfléchir à l'utilisation des données spatiales d'observation de la Terre dans votre solution technique, vous allez devoir composer avec 3 paramètres qui reviennent en permanence. La résolution spatiale, hein, la résolution spatiale, donc le pixel sur votre écran, est-ce qu'il correspond à 10 cm, 20 mètres, 100 mètres? Donc ça, on fait un lien avec la notion d'intraparcellaire et d'interparcellaire, c'est très important. La résolution temporelle, vous parliez tout à l'heure de temps réel, autant vous dire que c'est le Graal aujourd'hui, le temps réel. Hein. On ne fait pas de temps réel en image satellite spatiale, tout simplement parce que comme vous le voyez sur cette vidéo qui est passée très très vite, vous avez un satellite qui défile, d'accord, et qui repasse, qui a un temps de revisite.
ne passent pas tous les jours sur la même zone. Il va y avoir un décalage temporel. Je parle de satellites qui tournent autour de la Terre, qui sont seuls. Si vous avez des constellations, c'est différent. Les constellations, ils peuvent se suivre et vous réduisez le temps de revisite. Et puis vous avez évidemment la contrainte économique. C'est-à-dire que alors aujourd'hui, on est un peu dans l'accélération de la technologie, donc on va vraiment vers des données de plus en plus précises. Il est évident que les données qui faisaient par exemple en résolution spatiale 10 mètres il y a 10 ans, aujourd'hui elles valent quasiment plus rien. On en parlera tout à l'heure. Vous avez une pléthore de listes de portails qui vous donnent accès à des informations à l'échelle décamétrique et ça c'est gratuit. Plus la donnée elle est précise, à la fois en résolution spatiale et en résolution temporelle, et plus elle va être coûteuse. Donc le troisième élément, c'est la contrainte économique. Donc vous allez devoir composer avec ces trois éléments-là, d'accord, pour faire votre offre. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces données satellites? Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de besoins, pas mal de choses qui avaient été utilisées. Bon, là j'ai vraiment pris que 2 exemples. Il en existe toute une batterie. Bon, en 10 minutes, c'est impossible de vous montrer tout ce qui peut se faire. Je me suis focalisé sur la partie agriculture, pas sur la partie grippe aviaire, mais on en a un petit peu parlé. Le tracking à très haute résolution, ça peut avoir du sens. Prenons l'exemple d'une image radar. Donc j'ai fait un extrait d'une image radar. Alors c'est pas très Bon, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais quoi qu'il en soit, là, vous avez une image radar qui représente une zone intraparcellaire. Alors, on a récupéré des images, vous voyez, sur un laps de temps entre fin avril et août. Ce qui est important de voir, là, c'est que cette image-là, vous voyez ici la zone en bleu, vous avez une zone sombre ici, et plus vous avez l'image qui est en bleu, finalement, plus il y a un signal rétrodiffusé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le plan physique-chimique? Eh bien, le signal radar est arrivé au niveau du sol, les petites gouttelettes d'eau ont réagi avec le signal radar, et donc, il y a eu, entre guillemets, donc rétrodiffusion vers le capteur radar. C'est-à-dire qu'en réalité, plus la zone est claire, plus elle est humide. Et donc, vous voyez l'évolution entre fin avril et fin août. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter. Il y a aussi une corrélation avec la rugosité. Je ne vous l'ai pas montré, mais le signal radar, si vous avez une surface plane, il y a perte du signal. D'accord ? Si vous avez une surface rugueuse, eh bien pour le coup, il y a retour vers le capteur. Donc là, il y a quelque chose à exploiter. Il existe des modèles. Si vous inversez ces modèles, vous pouvez faire le lien entre donc, le signal radar et ce qui se passe au niveau du sol. J'insiste sur un élément qui est important, c'est la calibration. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas obtenir des données satisfaisantes si vous n'avez pas au préalable fait une calibration digne de ce nom. Et ça prend effectivement un temps assez conséquent. Alors là, on ne voit absolument rien, j'en suis navré. Alors j'ai extrait une donnée Sentinel-2 gratuite, optique, de la partie ouest de Toulouse. Donc on se trouve, nous, quelque part par là. C'est dommage qu'on ne voit absolument rien. Quoi qu'il en soit, il s'agit en fait d'une composition colorée en fausse couleur. Voilà, ça va un peu mieux. Vous voyez ici, regardez, on voit ici donc Blagnac, on voit ici donc le massif forestier, je cherche le nom, il m'échappe, de Bouconne, c'est ça, voilà. Et vous voyez ici toute une série de parcelles agricoles. Bon, eh bien simplement, donc cette image, elle a été prise il y a 1 an à peu près. Vous avez aujourd'hui des sites internet, notamment la plateforme PEPS, qui vous permet d'accéder à des informations rapidement, notamment par exemple sur le NDVI. Donc j'ai calqué par-dessus le calcul du NDVI. C'est un indice qui est calculé à partir de ratios entre différentes bandes spectrales. J'ai pris le NDVI parce que c'est un indice de végétation qui rend compte, si vous voulez, du stade de croissance d'une plante. Mais il en existe énormément, hein, des indices. J'ai pris celui-ci, c'est le plus connu. Ce qui est très important de voir, c'est que l'échelle ici va de -1 à 1. En gros, plus vous allez vers les parties négatives, plus vous êtes sur du sol qui n'a rien à voir avec la végétation. Dans les zones proches de 0, on est plutôt sur du sol nu, d'accord ? Et puis, plus vous augmentez vers 1, et plus vous avez de la végétation. Donc là, vous voyez bien qu'effectivement, la forêt réagit, donc elle est en vert, forcément, puisqu'il y a une masse foliaire importante. Je vous ai pris cet exemple parce qu'on va déduire de la vivacité, je dirais, de ces cartes-là, et de la vivacité, on va déduire un certain nombre d'éléments
physico-chimiques, notamment pour ce qui concerne la viticulture. On le fait, je pourrais éventuellement en discuter avec vous. Aujourd'hui, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait la capacité, via un capteur satellite, de mesurer voilà, le taux d'azote, etc. C'est toujours par produit dérivé. Alors je peux me tromper, hein, je n'ai pas la connaissance de toutes les applications, mais quoi qu'il en soit, je vous dis ça parce qu'il y a des limitations aussi à utiliser la donnée satellite. Donc il va falloir trouver un savant mélange entre des données satellites, des données capteurs in situ, et tout ceci sera mis à disposition par le booster. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des données qui vont être mises à disposition par le booster. On a parlé des données radar. Donc vous avez le capteur Sentinel-1 dans le cadre du projet Copernicus et de la plateforme PEPS qui vous donne accès à de la donnée radar gratuite. Vous avez des données dites TerraSAR proposées par Airbus. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez des données d'archives, c'est-à-dire que vous allez piocher dans les catalogues de données d'Airbus pour mettre en place vos modèles. Soit éventuellement, vous pouvez bénéficier d'une image par an de programmation. La programmation, elle est très importante dans le cadre de ce que je vous disais, la calibration. C'est-à-dire que si vous voulez faire dériver des modèles que vous avez avec des données sol que vous avez et des données satellites, programmer à un instant T votre satellite, c'est fondamental. Parce que là, vous allez faire une vraie corrélation. Sur les images d'archives, c'est un peu plus compliqué. D'accord ? Ça, c'est pour les aspects radar. Pour les aspects optiques, vous allez avoir la possibilité d'accéder, toujours chez Airbus, aux données Pléiades, en programmation ou en archive, ou éventuellement aux données Spot 6, Spot 7, toujours fournies par Airbus, en prog et en archive. Concernant Sentinel, Sentinel-S, Sentinel-2, toujours Copernicus, sont des données gratuites, mais en archive. Il n'y a pas de programmation, en tout cas, pas pour le moment. Et enfin, des données que j'ai appelées Open Data. Alors là, je ne parle pas des données in situ, mais il y en a. Là, je fais référence au portail institutionnel et au portail d'entreprise, où là, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de données spatiales d'observation de la Terre à titre gratuit. Alors, vous voyez EUMETSAT, la plateforme PEPS, le ministère de l'Environnement, l'ADRIAS, l'INRA. Enfin, il y a quand même une très, très grosse quantité d'informations que vous pouvez utiliser, que vous pouvez croiser avec vos données métiers. D'accord ? Et puis, les données éventuellement que vous allez décider de programmer pour pouvoir valider vos projets. Voilà. Merci.